dans quelques expressions publiques, il a montré qu'il y a un point de vue, même dans les institutions européennes, que pouvait être utile pour s'approcher à ce qui se passe en Catalogne. Ce que je demande comme condition pour entrer à faire part de la solution, c'est de connaître bien, d'écouter. Je le demandais à plusieurs reprises avant que les institutions européennes puissent pas uniquement écouter l'État espagnol, comme bien sûr elles doivent le faire, mais surtout aussi écouter les institutions publiques européennes comme celle du gouvernement catalan. Parce qu'il s'agit de ça. Donc, s'il y a la volonté, on doit y participer. Et j'attends le moment dans lequel l'Union européenne, d'une façon ou d'une autre, elle va essayer de demander directement aux acteurs de cette crise qu'est-ce qui se passe et pourquoi. Finalement, par rapport aux autres formes de nationalisme que vous avez demandé, je ne connais pas exactement la situation de tous les pays que vous avez mentionnés. On dit toujours, nous sommes absolument favorables à l'article 1er du Pacte international de droit civil et politique, qui dit que tous les peuples ont le droit à l'autodétermination. Et chaque peuple doit pouvoir trouver sa voie d'exprimer ça. Mais surtout, dans le cas des Catalans, pour moi, c'est le cadre du droit de l'homme qui nous exige, qui nous oblige. Et hors de ce cadre de droit de l'homme, pour nous, il n'y a pas possibilité de revendiquer le droit à l'autodétermination. Monsieur ? Oui, bonjour, Thierry Gordon, journaliste et écrivain. Monsieur le Président, j'allais vous poser la question, vous venez juste de l'évoquer maintenant, les droits de l'homme. Est-ce que ce n'est pas ça la question fondamentale ici? On n'en avait pas parlé jusqu'à présent. La question catalane ne renvoie pas aux droits de l'homme. Il y a un réel problème, vos avocats le savent, avec les prisonniers politiques qui sont exilés en Belgique, ceux qui sont en prison. Je citerai par exemple le cas de Carmen Forcadell, qui doit être la seule présidente d'un parlement élu démocratiquement en Europe, et qui se retrouve en prison pour avoir permis un débat. Il me semble qu'un débat au Parlement, ça me semble tout à fait naturel. Est-ce qu'on imagine, nous autres en Belgique et ailleurs, le président de la Chambre des Lords en Angleterre, mis en prison pour avoir fait un débat sur la possibilité du Brexit, par exemple? C'est inimaginable. Alors je vous interroge, Monsieur le Président, et je voudrais votre réaction. Comment vous vivez cette situation profondément injuste, je dirais illégale, n'ayons pas peur des mots? Est-ce que ça a changé votre regard depuis un an sur la question catalane et vos rapports? Que pensez-vous du silence de vos partenaires? Merci. Bien sûr, c'est une situation, pour moi, honteuse pour l'Europe. Je la regarde avec une dignité. Je m'indigne devant cette évidence de considérer normal que dans un droit de l'Union européenne, la présidente du Parlement catalan a permis un débat et une votation ouverte aux représentants élus des urnes et maintenant en prison, accusé de rébellion, il peut faire face à des condamnations entre 15 et 30 ans de prison. C'est inacceptable. Et c'est ça que oui, et j'insiste à dire que ici, comme citoyens européens, on attendait une voix de l'Europe. Pas pour soutenir la demande d'indépendance. Non, non, non. Pour protéger des droits fondamentaux qui sont violés, évidemment, en Catalogne. La violence au 1er octobre et après la répression ont offert une possibilité aux institutions européennes qui doivent protéger leurs citoyens pour dire quelque chose en faveur du droit de l'homme. Ça n'est pas passé, mais cela dit, je regarde ça avec un grand espoir à l'Europe, avec l'Europe. Parce que finalement, on a montré déjà, dans les cas d'Allemagne, même la justice belge, qu'il n'y a pas lieu en Europe pour ce genre d'accusation. Et finalement, lorsqu'on arrivera jusqu'au but, parce qu'on va arriver jusqu'au but, dans tous nos cas, il y aura, je suis absolument
Je crois qu'il y aura une position de la justice européenne telle comme correspond à une situation de normalité démocratique, d'indépendance judiciaire et de bon sens, et surtout de règles du jeu démocratique. Oui, Monica Farage de l'agence CFE. Vous dites à la fin de votre livre, une question pour M. Perez, vous dites que vous attendez un retour à la normalité maintenant. Est-ce que vous n'allez pas finaliser votre carrière politique quoi qu'il arrive, et aussi dans le cadre des élections européennes, et qu'est-ce que vous attendez aussi de ces élections et de l'impact qu'elles pourraient avoir en Espagne et en Catalogne? Des européennes. Des élections européennes. Bon, je m'avais proposé de terminer la carrière politique après quitter la présidence de la Généralitat, et je dis ça au début du livre, que c'est un échec personnel. Parce que, évidemment, parce que la situation le demande, j'ai été forcé à continuer à agir comme homme politique. Je veux le faire jusqu'à ce que cette proposée arrive à la normalité. C'est de la liberté. J'ai envie de retourner à cette normalité, mais je suis très loin d'arriver à ça. Mais je travaille pour ça. Et je crois qu'il y aura un moment que, heureusement, on pourra faire un relief générationnel et poser la responsabilité de la gestion d'un nouvel scénario en demandant de nouvelles leaders politiques et probablement de nouvelles partis politiques. Donc, lorsqu'il y aura les élections européennes, qu'en Espagne seront aussi des élections locales, le 26 mai, je serai probablement encore un homme politique, parce que je suis membre du Parlement catalan, je suis engagé dans ce projet de la crise nationale pour la République, et donc probablement je vais continuer à agir comme politicien. Le résultat des élections européennes en Catalogne, bon, vous savez que l'Espagne c'est une seule circonscription, donc il est facile de voir quel a été le résultat de la participation en Catalogne. Vont montrer ce qui ont montré déjà toutes les élections précédentes, c'est-à-dire une majorité républicaine en Catalogne. Et ça c'est incontestable, absolument incontestable. Et je crois qu'à partir de ça, si dans les autres endroits de l'Europe il y a des expressions pour le droit à l'autodétermination, pour la réalité démocratique, on doit se rejoindre et essayer de poser les sujets de l'autodétermination sur la table de la politique européenne. D'abord, monsieur, oui. Oui, bonjour, M. Benjamin, Alberto Fernandez, journaliste de la télévision espagnole La Sexta. Je voudrais vous poser deux questions. La première, je parcours un peu votre livre à la fin où vous proposez des solutions, notamment vous faites référence à ce référendum à l'Écossais dont vous avez parlé plusieurs fois. Mais dans le livre, vous dites explicitement que vous avez proposé cette formule à M. Sanchez, secrétaire général du Parti Socialiste, et vous le mentionnez comme successeur de M. Rajoy. Ma question, c'est si vous l'avez eu ces derniers mois, depuis qu'il est, lui, Premier ministre, comme interlocuteur direct, et si vous avez une réponse de sa part. Et puis, d'autre part, je vois aussi dans le livre, j'ai vu ça dans les médias, que vous parlez d'une guerre avec l'Espagne. Je voudrais savoir à quoi vous faites référence exactement avec cette expression. Sur la première question, non, je n'ai pas rencontré ni directement ni indirectement M. Pedro Sanchez, ni avant de devenir président, ni à partir qu'il a devenu président, de ce que je suis ici. Bien sûr, je vais rencontrer Pedro Sanchez avant. Donc, pour être clair sur ce sujet et ne pas activiter des spéculations, il n'y a pas eu ni contact direct, ni contact indirect avec M. Pedro Sanchez depuis que je suis en exil. Et deuxièmement, c'est une métaphore. Il faut lire le livre dans tous ces contextes. Évidemment, il n'y a pas une guerre. Je parle qu'il y a une logique de confrontation qu'une partie de ce conflit a essayé de mettre au jour. Et on voit qu'il y a un encouragement de la part de certains partis politiques espagnols à l'usage des actions directes pour retirer des rivaux jeunes.
il y a un encouragement de leaders politiques espagnols d'utiliser ces genres d'actions directes menées par des commandos masqués, armés de couteaux, travailler la nuit. C'est ça que je n'accepte pas. Parce que depuis 10 ans, et surtout depuis 7 ans, qu'on organise des démonstrations massives, pour nous montrer les cartes du mouvement catalan sans aucun signe de violence. Donc, c'est pour dire que malgré tous les efforts d'une certaine logique de confrontation, on ne va pas jamais tomber sur ces provocations. Monsieur. Oui, bonjour, c'est Michael Rocaille de la Radio Basque. Et le président du gouvernement espagnol a mentionné la relation entre le Québec et le Canada comme exemple pour trouver une solution politique en Catalogne. Qu'est-ce que vous pensez sur ça? C'est intéressant finalement qu'il y ait un politicien espagnol qui dresse le regard sur des pays qui ont connu des expériences du respect au droit à l'autodétermination et surtout au droit des citoyens à décider de leur avenir. Le Québec, c'est un cas très connu chez les Catalans, comme chez les Écossais, etc. Mais il faut se souvenir de ce qui s'est passé à Québec. C'est la Cour suprême qui a décidé que c'était absolument légal de faire ces référendums, malgré les opinions du gouvernement fédéral. Et donc finalement, la réalité démocratique s'est imposée. Et le référendum organisé par le Québec est contraignant en fait, parce que les résultats sont acceptés. S'il s'agit de ça, bienvenue au club. C'est ça qu'on a essayé depuis beaucoup de mois et d'années. Mais je dois rappeler qu'encore aujourd'hui, même la demande d'un référendum accordé risque d'être interdite. Parce que je vais rappeler que la web de la pacte pour le référendum, le pacte pour le référendum, que demandait ça, que vous demandez, a été fermé par la police espagnole. Comme s'il s'agissait de quelque chose d'illégal. Donc, pour être clair, si M. Sanchez dit qu'il y a un chemin québécois ou écossais, on est déjà sur le chemin, toujours. Mais il faut passer. Ce n'est pas la première fois qu'on reçoit une annonce depuis Pedro Sanchez. Il faut concrétiser. Il y a quelques jours, il a parlé d'un référendum d'autogouvernement. Et après, on a vu rien de plus. Maintenant, on voit une approche au modèle québécois. Mais bon, c'est pas mal comme référence. Nous l'avons utilisé beaucoup. Les collègues du gouvernement qui sont ici aujourd'hui, on a utilisé beaucoup la référence du Québec ou de l'Écosse, bien sûr. C'est ça un signe d'approchement sous la voie que nous avons proposé à plusieurs reprises. Donc, j'insiste, bienvenue, on doit y travailler donc. Monsieur. Oui, je suis Guillermo Pascual de la télévision espagnole Antena 3. Je viens de voir dans le livre que vous disiez que s'il y a une proposition espagnole pour faire un référendum à l'échelle de toute l'Espagne au sujet de l'indépendance de la Catalogne, vous serez prêt à parler. Vraiment, c'est une option pour vous, un référendum sur toute l'Espagne, sur l'indépendance de la Catalogne? Je dois dire que lorsque je fais c'était la deuxième conférence que j'ai fait à Madrid, il y a eu quelqu'un du public qui me fait exactement la même question. Est-ce que ce ne serait pas nécessaire de voter l'ensemble de l'Espagne pour décider ça? Et j'ai dit le même que j'écris dans le livre. Est-ce que c'est à propos de l'Espagne, c'est possible? Et alors il m'a dit non, pour sur l'indépendance, non. Ah donc, parce que je dis que si l'Espagne croit que l'indépendance de la Catalogne doit être votée, c'est un grand pas. Si elle croit que doit être votée par l'ensemble de l'Espagne, et nous croyons que doit être votée uniquement par la Catalogne, on peut discuter sur ça. On peut travailler, c'est ça que je dis. Mais ça demande qu'avant on puisse voir que c'est exactement à propos que vient de la partie du gouvernement espagnol. Elle n'a pas jamais été formulée.
Je dis que c'est un cas qu'il y a l'acceptation de l'idée que la Catalogne a le droit de décider de leur avenir, c'est-à-dire que l'article 46 de la Constitution espagnole est respecté, c'est-à-dire que l'Espagne ne reconnaît uniquement le droit à l'autodétermination, mais le respecte, alors bon, on peut discuter, je dis ça, on peut en parler, mais c'est pas notre propos. Notre propos, c'est de faire un référendum en Catalogne, parce que la majorité de référendums d'indépendance se sont faits à la partie qui veut devenir un État. Oui, il y a à l'exception de l'Algérie, qui a voté l'ensemble de la France. C'est une exception, la normalité, c'est pas celle, mais ce qui m'intéresse, c'est finalement, il y a quelqu'un qui accepte l'idée de régler le demande d'indépendance à travers un référendum. C'est un grand progrès. Et après, on devrait se mettre d'accord sur les conditions de ce référendum. Oui, madame. Bonjour, j'ai une question à poser en anglais, si possible. Olivier? En anglais? Anglais. What do you think of the news that the former French Prime Minister Emmanuel Valls will be running for mayor of Barcelona? Well, I think that is a question to make to the French people, because they have a clear opinion about Manuel Valls. Maria Audrescu de la Libre Belgique. Ça fait un moment qu'on suit cette crise et honnêtement, je n'ai toujours pas compris quelle sorte de perspective européenne vous voulez offrir aux gens de la Catalogne. Vous l'avez dit vous-même, en fait, le choix c'est soit entre une Catalogne qui n'est pas reconnue mais membre de l'Union européenne, soit une Catalogne qui est reconnue mais pas membre de l'Union européenne. Quelle est la solution que vous offrez à ça? Non, je dois préciser que la Catalogne aurait été reconnue comme un pays indépendant, elle va continuer à être membre de l'Union européenne. Parce que la Catalogne comme un pays indépendant, ça veut dire clairement qu'il y a un accord. Un accord sur les frontières, sur les nationalités, sur les actifs et les passifs, sur les dettes de l'Espagne, sur les intérêts. Et c'est bien évidemment que tout accord de reconnaissance mutuelle part d'un accord, pas d'un désaccord. Donc s'il y a un accord avec l'Espagne, que c'est un accord d'amitié, c'est évident que probablement le premier sujet pour se mettre d'accord sans aucun effort, parce que c'est un intérêt mutuel, c'est de continuer à agir comme membre de plein droit de l'Union européenne. Ça c'est évident, parce que je ne peux pas concevoir une Espagne qui reconnaît, donc de façon amicale, une Catalogne indépendante et après exerce le droit de veto. C'est pas cohérent quand même. C'est pour ça que je dis que c'est presque impossible cette situation. Oui, monsieur. Ok, très bien. Merci, c'est très court, mais Lisa Baston, j'aimerais savoir, est-ce que l'européisation de la crise catalane peut passer par votre candidature à la liste de la NDA ou de l'européenne? Non, pas du tout. Je lis ça cet été, parce que j'ai retourné d'Allemagne, mais je l'ai répondu à plusieurs reprises. J'ai reçu, on a parlé, c'est dans la provisoire d'être candidat dans notre pays. Je dois dire à nouveau que c'est pas vrai. Oui, monsieur. Je fais toujours dans le soir. Question à M. Puigdemont. Sur la situation actuelle de la relation de la possible négociation, ou je ne sais pas comment appeler ça, entre les représentants de la Catalogne, donc de la Généralité de Catalogne et Madrid. Vous avez toujours, vous envoyez pour l'instant un peu des signaux via les médias, ici vous aujourd'hui, Sanchez au Canada, avec le Trudeau, etc., etc. Très bien. Mais il y a une situation très concrète, c'est que vous avez toujours des ex-collègues ministres en prison, avec une action en justice qui suit son cours. Donc ma question c'est, vous ne l'avez pas encore évoqué, je ne sais pas si vous l'évoquez dans le livre, aujourd'hui et maintenant, que préconisez-vous comme
logique dans la dynamique ou de l'interdynamique, si j'ose dire, entre le fait d'une éventuelle négociation, discussion quelconque avec Madrid ou avec l'ensemble des autres régions, qui s'est évoqué aussi, et le fait que vous avez les ministres en prison. Est-ce que vous préconisez qu'un dialogue n'est possible sur quoi que ce soit qu'à partir du moment où ces personnes seront ou relâchées ou que les charges auront été retirées, ou voilà, comment concrètement voyez-vous, même si c'est un petit peu théorique, mais on sait bien que pratiquement c'est ça qui est un obstacle et que d'une façon ou d'une autre, vos collègues, vos successeurs à Barcelone doivent bien discuter formellement ou informellement avec Madrid. Merci. Par rapport à mes collègues qui sont en prison, il faut se souvenir qu'ils sont emprisonnés, il y a quelqu'un depuis 11 mois, 10 mois, 11 mois, 6 mois, sans aucun judice, sans aucune sentence pour l'instant. Et ce sont des personnes de paix, ce sont des démocrates, ce sont des personnes qui ont été élues et qui ont agi dans le cadre d'un mandat du Parlement. Pour être conscient de ce qui représente d'avoir des prisonniers politiques à l'Union européenne. Des gens qui sont en prison, emprisonnés comme de pires criminels, qui doivent faire face à une accusation de rébellion que sous la forme aggravée, en Espagne, peut entraîner 30 ans de prison. 30 ans. Le pire dans les codes pénals. Donc c'est évident que cette situation n'aide pas du tout au dialogue politique. Parce que ce n'est pas à travers le procureur général, de la police, de la prison, le code pénal qu'on va faire de la politique. Et justement, s'il y a quelque chose qui est clair, c'est que, et je crois qu'il y a eu déjà différentes positions dans ces lignes, que le code pénal n'est pas un outil pour faire de la politique. Donc tant qu'il y a l'utilisation du code pénal et on essaie de faire de la politique, il y a un problème. Je ne dis pas qu'est-ce que doit faire le juge. Pour moi, pour tous nous, la seule option, c'est l'absolution parce qu'il n'y a pas un crime. D'ailleurs, la justice allemande a dit clairement que par rapport à la principale charge, qui c'est les charges qui retirent les gens en prison, cette rébellion, il n'existe pas. Il n'est pas acceptable. On doit voir si le procureur général du nouveau gouvernement agit exactement comme le procureur général du gouvernement de Rajoy. La nouvelle procureur général doit décider quelles sont les charges finalement de l'accusation pour commencer le judice. Et on va voir là s'il y a ou non une décodification, il y a une cohérence entre le discours politique de désescaler et les faits concrets. Parce que sinon, c'est presque une contradiction d'essayer de négocier politiquement, mais d'accuser aux politiciens de grands rebelles. Ça veut dire d'avoir utilisé la violence extrême contre les gens. Mais je sais que ce n'est pas facile pour le nouveau gouvernement espagnol. Mais ils ont la responsabilité de sortir de ces embrouilles, je ne sais pas comment dire en français, embrouilles. Bordel. Mais ils sont mis là, ils ont la responsabilité d'en sortir, pas de le compliquer. Et chaque fois que la narrative de la ultra-droite judiciaire espagnole, que d'ailleurs on a vu à travers ces leaks de les chats corporatifs de plusieurs juges qui ont été racontés par la presse, l'ultra-droite juridique ne peut pas faire de la politique en Espagne. Et le parti au gouvernement maintenant doit choisir. Et c'est à eux de choisir. Oui, monsieur. Oui. Encore deux questions. Je voudrais savoir, M. Puigdemont, ici, maître Jacobo de Rebollo, journaliste radio, je voudrais savoir si vous êtes disposé à donner la même chose que vous demandez dans un accord à l'avenir, par exemple. Si on divise l'Espagne, parce qu'il y a un droit d'autodétermination du peuple catalan, on peut diviser la Catalogne, parce qu'il y a un droit d'autodétermination du peuple espagnol dans la Catalogne. Je voudrais vous demander, Olivier, vous avez
fait un pari très risqué. Ça veut dire faire un livre avec quelqu'un qui veut démontrer une thèse. Je peux lire ici, dans les chapitres, c'est « Enfin, je ne pouvais pas m'appeler Carl, coup d'État de Madrid, et j'étais en prison, mon modèle c'est Nelson Mandela, et la Catalogne était poursuivie, etc., etc. » Donc, comment est-ce que vous vous êtes préparé? Est-ce que vous avez fait d'entretien? Parce que c'est un sujet compliqué, un sujet auquel vous ne baignez pas, naturellement, parce que ce n'est pas votre pays. Comment est-ce que vous vous êtes préparé pour confronter Carles Puigdemont et pour lui contredire, pour ne pas vous laisser entraîner? Je voudrais demander à Isabelle Marquis pourquoi on n'a pas publié en castillan dans votre maison d'édition. Je le dis parce que probablement vous pourriez presque toujours en catalan, mais les éditions Racine, c'est une maison d'édition francophone en Belgique, elle publie en néerlandais. Est-ce qu'en Catalogne, on ne publie pas facilement en espagnol dans certaines situations? Parce que c'est une langue aussi couramment parlée en Catalogne, la langue maternelle la plus parlée, les 100% des Catalans la parlent. Vous aurez pu avoir accès au restant des Espagnols. Pourquoi pas? Merci. Donc, vous avez posé 3 questions. Ok, je vais essayer de répondre à la première. Je dis toujours que je n'ai pas peur d'un référendum et de volonté de la population. Ça, c'est que c'est sûr, c'est que s'il y a un jour, il y a une volonté d'une partie de la Catalogne ou d'ailleurs de s'organiser, de gagner les élections, de convoquer un référendum, même s'il ne c'est pas un référendum prévu dans la Constitution, personne ne doit aller en prison pour ça. Personne. Et je vais rappeler encore une autre chose. Le droit de l'autodétermination existe et est reconnu en Catalogne. Parce qu'il y a la loi de la Vall d'Aran, c'est une nation de langue occitane, avec sa identité nationale, que dans la loi qu'on a approuvée au Parlement catalan, on lui respecte le droit à choisir, à décider de leur avenir. Donc ce n'est pas une nouveauté dans la culture politique catalane. Et je dis encore en plus, imaginons que ce n'est pas le cas d'une partie de la Catalogne qui veut quitter la Catalogne. Imaginons que c'est une partie du pays de Valence qui veut rejoindre la République catalane. Est-ce qu'avec ce même critère, on va le permettre de rejoindre la République catalane? Parce que ce serait intéressant de voir si ces droits qu'on demande de respecter, que je respecte, aux citoyens de décider de leur avenir, c'est respecter aussi de territoires qui ont une langue catalane encore propre et peut-être un jour peuvent décider de rejoindre la République catalane. Les frontières, ce sont des conventions humaines. Ce n'est pas de la loi de Dieu. Donc les humains peuvent changer. Et il ne faut pas avoir un dramatisme de ça. Parce que il y a 30 ans, il y avait un certain nombre des États européens. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Donc il y aura de nouveaux États à l'avenir. Il ne faut pas dramatiser les changements de frontières. Ce n'est pas du sacré, ça. Donc c'est la volonté des gens qui décident des frontières, finalement. Isabelle. Bonjour, moi j'ai publié seulement en catalan. Dans la Catalogne, il y a beaucoup de maisons qui font des livres en catalan et en espagnol. Il y a beaucoup de maisons qui font seulement des livres en espagnol. Et il y a des maisons qui font seulement des livres en catalan. Moi, c'est le 3e cas. Je faisais seulement des livres en catalan. Je pense que ces livres doivent être publiés par une maison plus grande, plus importante, avec plus de présence dans toutes les librairies de toute l'Espagne. Et normalement, ce n'est pas mon cas. Et je crois que ce n'est pas bon par le livre que la campagne publie cette version en espagnol. Et je suis sûre qu'il y aura une maison qui sera intéressée à les publier. Je suis bien sûre, comme il y aura une maison en anglais ou une maison allemande. Ok, la dernière question pour monsieur. Non, je vais une question pour lui. Ah, une question. Encore une question. Il y avait une question. Je n'ai pas compris la question. Je n'ai pas compris ce qui m'était adressé. Non, la question c'était que c'est un pari risqué ce que vous avez fait parce que vous avez fait un livre sur un sujet dans lequel vous ne baignez pas. Ce qui est normal, vous êtes un journaliste, vous vous renseignez, c'est normal. Ma question c'est avec où est-ce que vous vous êtes renseigné pour confronter les textes de Carles Puigdemont? Comment est-ce que vous avez préparé les livres? Donc, que ce soit un pari risqué, je le mesure bien. Que je ne connaisse pas la question, ce n'est pas le cas. J'ai travaillé sur la question espagnole et catalane quand j'étais dans un quotidien il y a 10 ans de ça, et je la suis de près, donc je la connais. Je sais aussi à quel point elle est polarisée et à quel point
les points de vue sont antagonistes et parfois inconciliables, et parfois aussi dans la presse espagnole évoqués de manière très tranchée. Alors, donc j'ai fait un travail de journaliste, ce qui est quand même le point de départ de mon métier sur un certain nombre de sujets donc, pour lesquels j'ai confronté Carlos Puigdemont avec des expressions autres. Après, le livre, c'est évidemment le point de vue et les réponses qu'il y apporte. On a fait lire, comme Martin l'a dit, les premières épreuves du livre à un certain nombre d'observateurs extérieurs, qui soient spécialistes de la question ou pas, sur le plan juridique ou pas. Et donc on a eu un retour sous la forme d'un certain nombre d'interpellations pour dire ça on ne comprend pas, ça ce qui est exprimé soit n'est pas correct, soit incompréhensible, ou en tout cas la réponse n'est pas crédible. Et on a réinterprété, enfin on a réinterpellé M. Puigdemont avec ces questions-là. Voilà. Après, le point de vue du livre, il est clair. Donc moi je suis très à l'aise sur le fait de dire à un moment, et je ferai la même chose avec Mariano Rajoy ou avec Pedro Sanchez, que ce soit clair. Donc moi je n'ai aucun intérêt dans la question, si ce n'est celle de dire à un moment, j'ai envie de comprendre un point de vue dans toutes ses dimensions. Comme je le ferai bien avec la NVA, malheureusement il ne parle pas à mon magazine, mais je le ferai. Franchement, si demain il y a la possibilité de faire un livre avec Bardo Wever chez nous pour expliquer pourquoi il a ses convictions, je le ferai. Évidemment, je le ferai. Parce que je trouve que c'est un moment, une manière de comprendre un point de vue. Après, chacun se positionne, peut dire c'est pas correct, et on parle de beaucoup de cas européens où c'est possible. Où c'est possible. Chez nous, il n'y a pas... Moi, je trouve ça incroyable que les maisons d'édition espagnoles n'aient pas sauté sur l'opportunité de publier un livre comme ça. Je trouve ça incroyable. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux dire, en Belgique, on publie des textes de nationalistes flamands sans aucun problème. On n'est pas d'accord avec eux, c'est notre droit aussi, évidemment. Mais en Écosse, il y a un référendum avec des gens qui s'expriment. Enfin, je trouve que c'est juste le contexte de la démocratie. Et alors, par ailleurs, aussi, ce que je trouve intéressant, parce que ça je tiens à le dire aussi, c'est qu'il y a une réflexion derrière qui est... Alors, nous, journalistes, on est toujours très très imprégnés du moment, de la confrontation du jour ou de la semaine. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre un peu la lame de fond historique, mais aussi ce vers quoi elle peut mener. Et je trouve que quand on parle de la crise catalane d'une opportunité pour l'Europe, il y a aussi une vraie réflexion et une vraie interpellation, on est d'accord ou pas d'accord là aussi, sur la citoyenneté. Qu'est-ce que c'est la citoyenneté aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas une citoyenneté européenne qui peut voir le jour? Est-ce que la diversité européenne n'a pas intérêt à intégrer différemment les questions de citoyenneté qui se posent aujourd'hui? Je pense qu'il y a des vraies réflexions. Moi j'ai suivi beaucoup le mouvement flamand depuis la fin des années 90, où il y avait déjà toute une réflexion sur l'Europe des régions, sur une diversité européenne, que même du côté francophone en Belgique, on balayait et me dire oui, enfin, ok, ils font ça juste pour obtenir leur indépendance. Franchement, mon avis là-dessus est devenu plus nuancé, et donc je trouve que c'est intéressant de l'interpeller. Maintenant, voilà, pour autant, je n'ai aucune conviction à défendre, et je pense que, comme je l'ai toujours dit, je termine par là, moi je considère mon métier de journaliste comme un regard sur la société sans tabou. Et je trouve que c'est très important ces mots-là, sans tabou. Et tout le temps, je pense que c'est ça qu'il faut essayer de faire, y compris dans des questions qui sont sensibles, risquées et antagonistes, polarisées. Malheureusement, je dois arrêter parce que M. Puigdemont va me quitter pendant une heure. Oui, malheureusement, mais peut-être après. Je vous remercie tous pour être venus, et je peux vous assurer, en entendant toutes les questions, que la plupart des questions est vraiment répondue dans le livre. Donc, je ne peux que vous inviter à lire le livre. Je vous remercie beaucoup, et à la prochaine fois. Merci.